donc, donc pour des raisons évidentes d'épidémie du Covid-19. Mais il y aura donc un stage de 15 jours, donc je pense à partir du 23, je crois, août, donc après les vacances. Et à ce moment-là, donc, on fera des exercices pratiques, des cas cliniques et évidemment des présentations de malades. Parce que là, c'est très important d'avoir une connaissance pratique, une formation pratique adéquate. Alors, le cours que nous allons faire aujourd'hui est très important. C'est l'un des plus importants cours de cardiologie. Ce sont les endocardies donc infectieuses. Alors, je vous propose de suivre le plan suivant. Vous l'avez devant vous. Introduction, généralité, le mécanisme d'infection. Ensuite, on verra les lésions de l'endocardite infectieuse, la clinique, les complications de l'endocardite infectieuse, les examens complémentaires, l'évolution, le diagnostic positif et différentiel, le pronostic et enfin le traitement de l'endocardite infectieuse. Alors, comme introduction et comme définition, qu'allons-nous donc dire? Alors, ce qui est très important, c'est que c'est une maladie grave. Ça, il faut le savoir. C'est une maladie grave parce qu'il y a un microbe. Vous savez que les infections, quand on a une infection, c'est toujours sérieux. Et là, c'est encore beaucoup plus sérieux parce qu'il s'agit du cœur. Une infection du cœur, bien entendu, c'est sérieux, c'est grave. Deuxième chose, c'est que la gravité est liée à plusieurs éléments. D'abord, le microbe, le germe. Qu'est-ce que c'est que comme germe? Est-ce que c'est un germe extrêmement virulent comme le staphylocoque? Ou est-ce qu'un germe, les germes sont toujours méchants, hein, évidemment, mais est-ce que c'est un germe moins virulent et qu'on pourra évidemment traiter avec succès? Le deuxième problème, c'est l'état cardiaque préexistant. Comment est le cœur avant? C'est important. Est-ce que c'est un cœur abîmé avant? Est-ce qu'il a été malade, ce cœur? Est-ce qu'il est fatigué? Et lorsque vous avez un microbe donc, qui vient se surajouter et infecter évidemment le cœur, ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et là, le cœur étant déjà fatigué, le microbe vient l'infecter, ben, c'est pas bon. Ça va encore évidemment alourdir le pronostic. Le troisième élément, c'est que quelquefois le germe est tellement virulent qu'il va donner des complications en quelques heures et va déstabiliser le malade, et ça c'est pas bon. Donc déjà, le pronostic est lié à l'état du malade préexistant, son cœur, est lié à la nature du microbe et lié à la virulence du microbe. Et enfin, il est lié à l'état général du patient. Si un patient qui a une insuffisance rénale déjà ou qui a des comorbidités, ben, le pronostic sera pas. Voilà donc ce que je voulais vous dire très simplement en introduction. Maintenant, je peux vous donner la définition de l'endocardite. Alors, c'est une infection, bien sûr, de l'endocarde. L'endocarde étant la couche interne du cœur, c'est qui est l'endocarde. Le myocarde et le péricarde, c'est la couche interne du cœur. Et l'infection de l'endocarde va donner une endocardite, une inflammation de l'endocarde, mais d'origine infectieuse. Là, secondaire à quoi? Secondaire à un germe, qui est le plus souvent une bactérie, et le tout va donner un état septicémique grave. Alors, je répète la définition. Si je l'inverse, on aura ceci. C'est un état septicémique grave, secondaire à l'infection de l'endocarde, qui donne une endocardite, secondaire à l'infection par un germe, le plus souvent une bactérie. Le plus souvent une bactérie. Il est certain que les endocardites, la prise en charge des endocardites infectieuses est très difficile. Elle est très difficile parce que nécessite évidemment une connaissance de la maladie, elle nécessite évidemment des moyens thérapeutiques, médicaux,
donc compétences cardiologiques, mais aussi des compétences chirurgicales, de chirurgie cardiaque. Car quelquefois, on sera amené à intervenir rapidement parce que le malade donc, est dans un état qui nécessite une intervention chirurgicale à cœur ouvert dans les plus brefs délais. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une collaboration étroite entre le cardiologue et le chirurgien cardiaque qui doit donc absolument exister pour une prise en charge adéquate du malade. Donc voici ce qu'on a dit en introduction. Maintenant, le mécanisme de l'infection. La question que vous allez me poser, mes chers étudiants, c'est de me dire, oui, mais écoutez, moi, vous nous dites infection de l'endocarde, mais comment le microbe va arriver à l'endocarde? Est-ce il prend un chemin précis ou pas? Et quel chemin va-t-il prendre? Comment un microbe va arriver à l'endocarde? L'endocarde est loin quand même. Et comment ce microbe... Excuse-moi, docteur. Docteur, oui, il y en a des personnes qui n'ont pas remis leur nom parce que leur micro ne marche pas. Je peux... Écoutez, il ne fallait pas m'interrompre. Laissez à la fin, je vais refaire l'appel. D'accord, d'accord. Je m'excuse, docteur. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Mécanisme de l'infection. Alors, le microbe va entrer par ce qu'on appelle une porte d'entrée. La porte d'entrée. À la maison, vous entrez dans votre maison par une porte. Vous l'appelez porte d'entrée. C'est une porte. Vous l'ouvrez et vous entrez. La porte est ouverte. Donc, le microbe va entrer par une porte ouverte. Alors, quelles sont ces portes? D'abord, vous avez devant vous donc la diapositive, la carie dentaire. Alors, la carie dentaire, c'est dans les pays sous-développés, c'est la porte d'entrée la plus fréquente. Et le germe qui correspond à la carie dentaire, c'est quoi? Ben, c'est le streptocoque alpha-hémolytique. Alors, il ne faut pas confondre le streptocoque alpha-hémolytique avec le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A12 de l'ancienne. C'est la classification de l'ancienne. Vous devez aller réviser un petit peu la bactério pour voir la classification de l'ancienne et voir la classification de tous les streptocoques. Il y a une différence entre le streptocoque alpha-hémolytique qui est le streptocoque de l'endocardite infectieuse et le streptocoque bêta-hémolytique qui est le microbe, le streptocoque de l'angine streptococcique, de l'amygdalite streptococcique, qui secondairement, évidemment, par la production d'anticorps, va donner ce qu'on appelle le rhumatisme articulaire aigu. Le rhumatisme articulaire aigu est une maladie immunologique qui n'est pas infectieuse, mais elle est secondaire à une infection. C'est comme le Covid-19, c'est une maladie infectieuse, virale, et qui va donner un processus immunologique sévère qui va entraîner le décès du patient. Donc, il y a une similitude entre le rhumatisme articulaire aigu qui va détruire le corps et le Covid-19 qui est encore beaucoup plus grave et qui, par sa réaction immunologique, cet orage cytokinique qui va donner une inflammation est très importante et vous connaissez les conséquences de l'inflammation dans le Covid-19. En deuxième position, nous avons la porte d'entrée urogénitale. Elle correspond évidemment à toutes ces affections urologiques, toutes ces affections génitales. Et là, nous avons des grammes négatifs. Nous avons le biocyanique. Nous avons le streptocoque D. Alors, le streptocoque D. Et nous avons l'entérocoque. Là, donc, ce sont des germes extrêmement virulents. Vous voyez, donc, un streptocoque D est virulent, l'entérocoque est virulent, le biocyanique est virulent, gram négatif aussi. Et là, donc, cette porte d'entrée est sévère. La porte d'entrée cutanée,
Alors, vous savez très bien quel est le germe donc, qui aime la peau. Ben, le germe qui aime la peau, c'est le staphylocoque doré, vous le savez. Et donc, quand vous vous blessez, ben, vous aurez une infection à staphylocoque. Et si vous ne la traitez pas, eh ben, ça va être une porte d'entrée. Une porte d'entrée de quoi? Eh ben, l'endocrinite, une porte d'entrée de tout. Le germe va entrer dans l'organisme. Il faut qu'il entre par quelque chose. Et puis, la porte d'entrée veineuse. À la porte d'entrée veineuse, on va avoir deux types. Elle peut être hospitalière. Alors, ce sont les germes hospitaliers. C'est important quand même à connaître. On sait très bien que les germes hospitaliers vont donner l'infection nosocomiale. C'est une infection qui survient à l'hôpital. Et c'est une infection qui donc survient sur une porte d'entrée veineuse. Elle est infection nosocomiale. Elle est grave parce que ce sont des germes hospitaliers. Ce sont des germes résistants et qui peuvent évidemment engendrer des manifestations graves de l'endocardite infectieuse. Il y a la porte d'entrée extra-hospitalière. Alors cette porte d'entrée extra-hospitalière, elle survient en dehors de l'hôpital, et qui peut faire introduire des microbes dans la veine en dehors de l'hôpital, ce sont les toxicomanes. Ceux qui se piquent en dehors de l'hôpital, ce sont les toxicomanes avec, donc, évidemment, sans précaution d'asepsie, et là, vous aurez donc une porte d'entrée directe. Alors, porte d'entrée veineuse est directe. Hein. Alors, donc, première série de portes d'entrée, là où peut entrer le microbe, il peut entrer par une carie dentaire, et c'est bête qu'on ait une endocardite par carie dentaire, c'est vraiment bête. Et pourtant, c'est très fréquent. Et en Algérie, c'est très fréquent. Donc, parce que les soins dentaires ne se font pas, soit par donc une porte d'entrée urogénitale, cutanée ou veineuse. Alors, les autres portes d'entrée, vous avez la porte d'entrée instrumentale. C'est quoi? Instrumental, c'est un instrument. Un instrument que vous allez pénétrer dans l'organisme. Comment allons-nous pénétrer un instrument dans l'organisme? Par une écho transœsophagienne, par une fibroscopie, par une endoscopie, par une biopsie d'organes. Vous faites une biopsie d'organes, biopsie hépatique, biopsie de la prostate ou autre, gastrique. Ben, vous faites une biopsie et là, vous créez une infection parce que votre matériel n'est pas stérile. On peut aussi imaginer un cathétérisme cardiaque qui peut faire introduire des microbes par voie instrumentale, un sondage vésical. Et puis, vous avez les germes du groupe A sec, on va les voir. Les germes du groupe A sec, c'est donc un groupe de germes particuliers. Nous allons les voir, hein. C'est la prochaine diapo. Donc on va voir ça tout de suite après cette diapositive. Il y a les bactéries intracellulaires. Les bactéries intracellulaires, comme Coxiella burnetii, Bartonella, Chlamydia, Trophérima, Whipple, c'est l'agent de la maladie de Whipple. Et vous savez que c'est spécialiste de ça, donc étant le professeur marseillais que vous connaissez, qui a donc préconisé de traiter le Covid-19 par l'hydroxychloroquine, qui est Raoul. Et vous voyez, c'est lui qui est spécialiste des bactéries intracellulaires et qui a découvert évidemment l'agent de la maladie de Whipple. Donc, ces microbes peuvent donner de l'endocardite infectieuse sévère. Et donc, qui ne sont pas très fréquentes, mais quand même, il faut y penser, et ce sont des endocardites vraiment sévères. Et puis, mes chers étudiants, je vous ai rajouté, tout en bas de la diapositive, vous voyez, petite phrase, toute infection d'un organe.
Alors c'est moi qui ai rajouté ça, c'est important parce que dans mon expérience dans le service, depuis des dizaines d'années, donc nous avons vu des endocardites infectieuses secondaires à des infections intercurrentes. Une grippe, par exemple, qui se complique de surinfection bronchique, peut se compliquer d'endocardite infectieuse. Donc, dès qu'il y a un microbe à l'intérieur de l'organisme, ça constituera une porte d'entrée, évidemment. Alors, voici les microbes du groupe ASEC. Le groupe ASEC comprend des micro-organismes à croissance lente. Et là, ce sont des grammes négatifs qui sont principalement responsables d'endocardite infectieuse. Alors, le H veut dire hémophilus. Hémophilus, le para-influencé, l'afrophilus, le para-frophilus, qui peuvent entraîner des infections respiratoires, au moins couramment une endocardite. Alors, vous avez donc l'agrégation, c'est le A de ASEC. Avant, on disait que c'est lactinobacillus. Et vous avez le C de ASEC, c'est Cardiobacterium hominis. Et le E de ASEC, c'est Aekenella corrodens. C'est un microbe de l'actinomycose que vous connaissez en principe. Et on trouve ça dans des plaies de morsures humaines ou certaines endocardites, des toxicomanes. Et le K, c'est Kingella, Kinge. Voilà donc ces microbes du groupe ASEC. Là, à l'examen, vous les apprenez par cœur parce que quelquefois vous pouvez avoir des surprises d'avoir une question sur le groupe ASEC en vous disant, par exemple, définition du groupe ASEC, ou bien citer un microbe du groupe ASEC. Là, il faut dire aussi que ce sont des petites infections pharyngées qui sont pas très virulents, en fait. Ils sont pas très virulents, mais il faut s'en méfier. Donc là, je vais passer ça à cette diapositive. Alors, la porte d'entrée, donc nous avons vu exactement ce qu'est la porte d'entrée. On a terminé la porte d'entrée. Alors, le microbe se trouve maintenant au niveau du sang. Alors, le microbe se trouve au niveau du sang. Il crée ce qu'on appelle une petite bactériémie. Une petite bactériémie. Et il va aller au niveau de l'endocarde. Alors, en allant vers l'endocarde, il va créer ce qu'on appelle un infiltrat lympho-histio-plasmocytaire. C'est important, infiltrat lympho-histio-plasmocytaire. Alors, cet infiltrat lympho-histio-plasmocytaire, qui est la première lésion de l'endocardite infectieuse, va être d'abord responsable d'une lésion typique de l'endocardite infectieuse, presque, il nous reste 10 minutes, donc on reprendra juste après, presque pathognomique. Je dis bien presque pathognomique parce qu'elle n'est pas pathognomique. Alors, c'est une masse mobile, hyperéchogène, finement vibratile, attenante aux valves et de taille variable. Je vous ai donné une très bonne définition. Vous la prenez, s'il vous plaît. C'est une masse mobile, hyperéchogène, faiblement vibratile, attenante aux valves et de taille variable. Je rappelle l'ensemble des étudiants que vous avez
un document pédagogique est un polycopié que j'ai fait moi-même sur l'endocardite infectieuse ou les endocardites infectieuses. Il faut donc le télécharger de l'Internet. Il est sur l'Internet. Le télécharger, vous avez cours officiel. Ce qui est officiel comme cours, ce sont les cours officiels. Les autres cours ne sont pas officiels. Quand vous voyez que le cours n'est pas officiel, il ne faut pas le prendre en considération parce qu'il y a des choses fausses. Donc là, c'est le comité pédagogique qui a fait ces polycopiés et nous les avons vérifiés. Et il faut donc absolument utiliser que les cours officiels. Alors cette végétation, c'est un amas, donc lymphohistio-plasmocytaire, avec des plaquettes qui s'agglutinent, de la fibrine qui s'agglutine, d'autres cellules qui viennent s'agglutiner, et ça va donner un magma comme un chewing-gum. Un magma qui est collé à la valve, et ça donne donc un aspect donc d'une néoformation. Alors, vous voyez ici sur ce schéma, cette photo, on voit très très bien, schématisé bien sûr, les végétations sur la face auriculaire de cette valve mitrale, qui est la petite valve mitrale. On voit très très bien ici la valve postérieure, et on voit donc très très bien ces végétations sur la face auriculaire. Donc c'est très important. Voici encore sur cette valve, nous voyons des végétations là sur l'anneau de la valve, sur l'étoffe valvulaire. La grande valve mitrale est ici, la petite valve mitrale ici. Et vous voyez une rupture de cordage. On va voir ça tout à l'heure. Voici maintenant l'image réelle de la végétation. Vous voyez, c'est comme du chewing-gum. Vous voyez ça? Alors là, ça colle au niveau de la valve. Là, bon, c'est la valve mitrale. Et vous voyez donc très bien la petite valve mitrale ici, la grande valve mitrale, plein de végétation. C'est une valve infectée. On va voir donc le reste donc, des lésions. Et puis, le risque de cette néoformation, c'est bien entendu l'embolisation. La végétation pourra évidemment s'emboliser. Alors, nous avons eu donc la première lésion. La deuxième lésion, c'est la perforation. La deuxième lésion, c'est la perforation. Donc, c'est un trou. Un trou dans la valve. Et voilà le trou. Regardez bien. Voilà. Sur cette valve, on voit très très bien ce trou. Donc, c'est grave d'avoir un trou. Une valve qui est trouée, c'est une valve donc qui ne va pas fonctionner normalement, qui va fuir. Il y aura donc des fuites valvulaires importantes. Ça va donner des insuffisances valvulaires, mitrales, aortiques. Et nous voyons donc très bien ces perforations, plein de végétation et puis une perforation au milieu. Et donc ce sont des lésions, vous voyez, de destruction. L'endocardite infectieuse donne des lésions de destruction. Un troisième type de lésion de destruction, l'ulcération. C'est des ulcérations des bords. Vous voyez ici une valve aortique avec ses trois cusps normales. Ce sont trois cusps normales. Vous voyez les trois cusps normales. Regardez bien ce qui se passe ici. À l'intervention chirurgicale, on voit que ces valves sont bouffées. Regardez, c'est comme un rat qui bouffe du fromage. Regardez, c'est complètement bouffé. Il n'y a plus rien. Cette valve n'existe plus là. Il y a un petit bout de valve là. C'est celui-là. Petit bout de valve qui reste, mais avec trop de végétation, ça va partir. La valve sigmoïde ici est bouffée, celle-là elle est complètement bouffée, et la valve n'existe pratiquement plus là. Là c'est un trou, c'est fini, il n'y a plus de valve. Et quand il n'y a plus de valve, finalement, que ça va donner des perturbations graves, ça va donner de l'insuffisance cardiaque, et quelquefois c'est des insuffisances cardiaques aiguës, et le taux de mortalité va dépendre de la vitesse de destruction. Quand vous avez, en quelques heures, la valve est bouffée complètement. Vous voyez bien et vous imaginez très bien le tableau que cela pourra créer. Quatrième lésion, je pense, c'est ça, la rupture de cordage. C'est important.
regardez, donc ici, des cordages complètement rompus. Vous voyez, c'est des cordages malades, voilà la rupture. Voilà, là c'est des cordages qui tiennent encore, ça tient. Le cordage, c'est comme le parachute, ça tient la balle pour qu'elle ne s'éverse pas, pour qu'elle ne revienne pas en arrière. Et vous voyez ici aussi ces ruptures de cordage. Et voilà. Et la rupture de cordage va donner, évidemment, des insuffisances graves. Voilà une rupture de cordage, vous voyez. Alors, quand il y a rupture de cordage, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce sang rouge-là, tout le monde, j'espère, le voit. Bon, le sang va refluer dans l'oreillette. Et regardez donc cette valve, qui est la grande valve mitrale, qui va revenir en arrière, et un prolapsus. Et puis il y a une essence mitrale importante. Et si on arrive à une rupture totale des cordages, et bien toute cette valve va revenir en arrière et donner une insuffisance mitrale. Alors bientôt on va avoir une petite pause, une petite pause de 5 minutes, maximum 7 minutes. Donc vous restez en contact avec moi pour que je puisse continuer le cours. Peut-être qu'il va y avoir 2 pauses ou 3, ça dépend donc de l'évolution du cours. Alors, l'anévrisme mycotique. Ce n'est pas l'anévrisme mycosique, c'est mycotique. Ça n'a rien à voir avec les mycoses. Alors, regardez bien l'anévrisme mycotique oscalaire. Qu'est-ce que ça donne? Regardez cet anévrisme. Ça, c'est au niveau de l'aorte. Vous avez la crosse de l'aorte, ici. Vous avez donc ici le tronc brachocéphalique qui se dégage. Et la carotide primitive, ici. Alors, l'anévrisme mycotique peut se voir au niveau de l'IRM cérébral. Et le danger de l'anévrisme mycotique, évidemment, c'est la rupture. Et lorsque l'anévrisme mycotique se rompt, ça peut donner une hémorragie cérébrale grave. Et vous connaissez la gravité des hémorragies cérébrales, donc qui peuvent emporter le malade. Donc c'est une des complications dramatiques de l'endocardite infectieuse, d'où il ne faut pas donner d'anticoagulants à un sujet qui a une endocardite infectieuse, sauf si on est vraiment obligé de le donner, comme dans les cas, par exemple, de valve mécanique. Alors, une petite précision pour les anévrismes mycotiques. Les anévrismes mycotiques ont été décrits pour la première fois par Osler, d'où le nom de maladie oslérienne. L'endocardite infectieuse s'appelle aussi maladie oslérienne. Alors, ça a été décrit en 1885 pour désigner les dilatations artérielles observées dans les suites d'une endocardite infectieuse. Alors, c'est une complication classique reflétant une invasion de la paroi artérielle par des germes. Ce sont des germes qui vont se fixer sur la paroi artérielle, qui provient donc du site infectieux donc, de l'endocarde, parce que lorsqu'il y a une infection de l'endocarde, il y a une septicémie, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que pourquoi y a-t-il une infection du sang? Parce que le sang est en contact direct avec l'endocarde, et si le sang est en contact avec l'endocarde, il est en contact avec le site infectieux. Alors, tous les territoires artériels peuvent être touchés, artère cérébrale, l'aorte, artère digestive, artère périphérique, donc toutes les artères peuvent être touchées. Voici donc un petit mot sur l'anévrisme mycotique. On va s'arrêter là parce que bon, ça va se terminer. Là, je pense que nous avons moins d'une minute, donc je préfère m'arrêter là pour reprendre dans 5 à 7 minutes à partir de maintenant. Restez en contact. Nous allons donc continuer. On va voir. Nous allons nous arrêter lorsque les 40 minutes se seront écoulées et nous allons donc reprendre une autre séance. Alors, donc, l'endocardite infectieuse ne touche pas uniquement que l'endocarde. L'infection commence d'abord par l'endocarde, mais elle peut aussi évoluer vers les autres tuniques. Alors, quand elle évolue vers le myocarde, elle peut entraîner une inflammation du myocarde, qu'on appellera myocardite, bien elle peut donner des micro-abcès. Ce sont des petits abcès qui vont aller au niveau du myocarde, et elle peut donner aussi de grands abcès.
de grands abcès, notamment au niveau des anneaux. Ces abcès au niveau des anneaux seront donc très difficiles à traiter et quelquefois il faut aller même les déterger et enlever donc ces abcès par voie chirurgicale. Il y a un abcès très particulier qui est l'abcès septal. C'est une complication de l'endocardite infectieuse aortique. Cet abcès septal donc, va pouvoir donner ce que nous appelons un bloc auriculo-ventriculaire à différents degrés. Donc c'est un abcès au niveau du septum interventriculaire et qui pourra donc évidemment détruire le tissu de conduction. Et en détruisant le tissu de conduction, il pourra donc éventuellement se compliquer du bloc auriculo-ventriculaire complet ou bien partiel, du premier ou deuxième degré. Alors, quand vous avez un bloc auriculo-ventriculaire du premier ou du deuxième degré, il est sûr qu'il faut rechercher un abcès du septum interventriculaire d'endocardite infectieuse. Il y a l'infarctus par embolie coronaire, c'est rare, mais ça peut exister, j'en ai vu quelques-uns. Le péricarde, c'est la péricardite, très rarement septique d'ailleurs, surtout une péricardite réactionnelle. Et au niveau des artères périphériques, on peut avoir deux complications, soit une oblitération des artères, n'importe quelle artère de l'organisme, en particulier cérébral ou des membres inférieurs par des embolies végétantes. Je vous ai dit tout à l'heure que l'embolie pouvait être, que la végétation pouvait s'emboliser, aller donc à la périphérie. Ce sont des complications quand même assez sérieuses dans des cas infectieux. Vous avez les hémorragies cérébrales. Et on a vu tout à l'heure qu'une des causes des hémorragies cérébrales étant évidemment l'anévrisme mycotique. Les complications rénales. Donc on peut avoir des infarctus, des micro-abcès, on peut avoir une glomérulonéphrite secondaire donc à l'atteinte rénale. Et en immunofluorescence, on a très souvent des dépôts granuleux sous-endothéliaux d'IgG et de compléments en rapport avec des complexes immuns. Pourquoi je vous ai mis donc cette diapositive? Elle me paraît importante parce que vous voyez très bien que les complications rénales sont de deux types. Soit elles sont de type infectieux, et lorsqu'il y a une infection, ça donne des abcès, ça donne de la glomérulonéphrite, et lorsque il y a des dépôts granuleux, c'est immunologique. Donc l'atteinte rénale peut être donc soit immunologique, soit infectieuse. Et là, le contexte immunologique de l'endocardite infectieuse est assignant. Toutes les maladies infectieuses graves et toutes les maladies infectieuses qui durent vont se compliquer évidemment de désordres immunologiques et peuvent même entraîner, ces désordres immunologiques peuvent entraîner des lésions d'autres organes. On voit très bien que l'endocardite infectieuse est une maladie assez complexe. C'est une maladie assez complexe, mais qui ne touche pas uniquement l'endocarde. Et vous voyez très bien que c'est une maladie qui touche l'ensemble de l'organisme. Et ça, c'est important de le dire. Donc, c'est pour ça que c'est une maladie très, très grave. Vous voyez que tous les organes sont atteints et tous les organes peuvent être détruits. Alors, maintenant qu'on a vu donc toutes ces lésions-là, et on a vu que l'endocardite détruisait l'endocarde, le cœur, mais aussi qu'elle pouvait détruire le corps entier, et donc nous allons voir le risque. Parce que tout le monde peut faire une endocardite infectieuse. Oui ou non? Alors, on a essayé d'identifier des facteurs de risque. Les facteurs de risque d'endocardite infectieuse sont très importants. D'abord, les cardiopathies à haut risque. Ce sont les prothèses valvulaires. Les cardiopathies congénitales cyanogènes, ce qui donne de la cyanose. Les antécédents d'endocardite infectieuse. Ça, c'est fondamental. Ça, donc, c'est des choses importantes. Les cardiopathies à risque intermédiaire. Ce sont les valvulopathies rhumatismales.
Vous avez fait le rhumatisme articulaire aigu, vous avez fait le valvulopathie rhumatismale, et vous avez constaté que les valvulopathies rhumatismales étaient un risque évident de l'endocardite infectieuse. Vous avez le prolapsus mitral avec fuite et ou épaississement valvulaire, la bicuspidie aortique, les cardiopathies congénitales non cyanogènes, donc c'est un risque intermédiaire. Si vous avez la question à l'examen, en croc, cardiopathie à haut risque, il y en a 3. Et attention, ne mettez pas cardiopathie congénitale non cyanogène dans le haut risque. Cardiopathie congénitale non cyanogène, c'est dans le risque intermédiaire. Sauf la communication interauriculaire qui a faible risque. La communication interauriculaire se complique exceptionnellement dans l'endocardite infectieuse. Et vous avez la cardiomyopathie aussi. Voici donc les cardiopathie qui, lorsque un malade a ce type de cardiopathie, eh ben, il a un risque de faire une endocardite infectieuse. Nous allons passer maintenant à la clinique. Alors, sur le diagnostic positif. Alors, le diagnostic positif va reposer sur 3 éléments. 3 éléments importants. Une fièvre. La fièvre est quasi constante. Elle peut ne pas être permanente. Attention, vous pouvez avoir du 37. Et la fièvre, il faut prendre la fièvre tous les jours. C'est tous les jours faire une courbe thermique. C'est pas à un moment donné. C'est tout le temps. Et on va interpréter la courbe thermique, pas un chiffre. Ne vous amusez jamais à interpréter un chiffre quand un malade est fébrile. Il faut prendre la température au matin au réveil, la température en début d'après-midi, la température au milieu de l'après-midi, la température au soir avant de coucher, ou bien lorsque le malade est vraiment fébrile, c'est toutes les 3 heures pour essayer de voir le type de courbe. Alors vous avez la courbe oscillante, ça aussi. Vous avez la courbe en plateau. En plateau, ça veut dire qu'il n'y a pas de pic fébrile. La température est constante. Elle est en plateau. Alors, deuxième point important, c'est la mise en évidence d'un agent infectieux. Et troisième élément, c'est une anomalie intracrânienne. Donc, il y a une cardiopathie. Donc, vous avez 3. Vous avez une fièvre et un souffle, pardon, j'ai oublié de vous parler du souffle. La fièvre associée à un souffle. C'est un souffle cardiaque nouveau ou modifié. Quand un malade n'a jamais eu de souffle et il a un nouveau souffle, avec de la fièvre, attention, fièvre plus nouveau souffle, c'est rechercher le endocardite infectieuse. Ou bien un malade qui a un souffle et qui s'est modifié, qui s'est aggravé. Là, il faut, bien sûr, fièvre plus souffle modifié, suspecter une endocardite infectieuse. Deuxième point, c'est d'aller identifier l'agent infectieux. On va voir comment on va identifier l'agent infectieux. Je ne vous le dis pas tout de suite, vous allez le découvrir durant ce cours. Et puis, le troisième point important, une anomalie cardiaque. Pourquoi une anomalie cardiaque? Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les facteurs de risque. Voilà les anomalies cardiaques qu'on va rechercher. Mais il faut savoir que toute anomalie cardiaque peut évidemment donner une endocardite. Une prothèse. Un malade qui a une prothèse valvulaire, ça peut être une anomalie cardiaque. Un malade qui a un pacemaker, ça peut être une anomalie cardiaque. Donc, il faut donc absolument chercher. Alors, on distingue 2 types d'endocardite infectieuse. L'endocardite lente, ou subaiguë, qui est dite de Charcot-Dosler, et l'endocardite aiguë, qui est dite de Senhouse-Kerpis. Alors donc, il y a 2 types. Alors, on va commencer par l'endocardite qui est dite endocardite d'Osler.
La température est le plus souvent progressive, irrégulière, avec frisson. Elle est accompagnée d'asthénie, de sueur, d'anorexie et d'arthralgie. Les signes cardiaques, c'est le souffle cardiaque, bien sûr, dont on va surveiller les modifications. S'il y a une modification, ça veut dire qu'il y a donc une aggravation. Ou bien quand il y a modification, il peut y avoir donc un signe en faveur de l'endocardite, on a vu tout à l'heure. La splénomégalie, notez très bien, mes chers étudiants, la splénomégalie, elle est modérée et de très grande importance diagnostique. La splénomégalie est de très grande importance diagnostique. Il y a les signes cutanés, il y a l'hypocratisme digital, le faux panaride oculaire, qui ne souffle pas, qui a une résolution spontanée, il y a les taches érythémateuses, il y a des placards érythémateux palmoplantaires de Janouet, il y a les pétéchies, il y a le purpura, il y a les taches blanchâtres de Roth, qu'on va voir tout à l'heure, au fond de l'œil. Donc voici les signes cutanés de l'endocardite d'Osler, de l'endocardite lente ou subiguë d'Osler, que vous devez tous apprendre par cœur. Maintenant, l'endocardite aiguë. On l'appelle l'endocardite de Senus-Kirks. Le tableau ici est grave. Alors, le tableau est vraiment grave. Il est aigu. C'est un malade généralement qui vient en choc septique. Une température en plateau, elle n'est pas aussi lente. L'évolution est rapide, quelques heures, quelques jours. Alors que dans l'endocardite subaiguë, c'est des semaines, quelquefois des mois. Là, sur les lésions cardiaques, ce sont des lésions très destructrices. C'est des micro-abcès extensifs qui peuvent se constituer et qui vont détruire le cœur. Alors la porte d'entrée, c'est la toxicomanie, la chirurgie cardiaque, pacemaker, staphylocoque, les germes, c'est le staphylocoque doré, très virulent, destructeur, le pneumocoque. Dans 50% des cas, on ne trouve pas de germes. Et l'état est très très grave. La fièvre est très élevée, en 40 degrés en plateau. Il y a des frissons et l'état général est vraiment très altéré. C'est un véritable tableau de septicémie. Là, vraiment, le pronostic est très péjoratif et les sujets meurent très rapidement. Donc, on cite le pneumocoque, on cite le staphylocoque, on cite le piocénique. On cite tous ces germes donc extrêmement virulents et qui font la gravité de l'endocardite aiguë. Pour l'endocardite subaiguë, le germe le plus fréquent étant le streptocoque alpha-hémolytique. Le streptocoque alpha-hémolytique est un germe gentil, très sensible aux antibiotiques et qui donne une endocardite subaiguë beaucoup moins grave que l'endocardite aiguë de Senus-Kirks. Alors, mes chers étudiants, cette phrase est importante. Alors, cette phrase est importante. Pourquoi? Vous allez la lire d'abord et vous allez découvrir que toute fièvre inexpliquée, inexpliquée, vous n'avez aucune explication à la fièvre. Chez un patient ayant une valvulopathie, donc on a vu que c'était un facteur de risque dans la valvulopathie, notamment rhumatismale. On a vu que la cardiopathie congénitale était un facteur de risque. On a vu que le sujet porteur d'une prothèse valvulaire, biologique ou mécanique est un facteur de risque. Nous avons vu que le sujet porteur d'un pacemaker est un facteur de risque d'endocardite droite. On va voir droite et gauche tout à l'heure. Et on a vu aussi qu'un sujet immunodéprimé, les sujets immunodéprimés pouvaient faire de l'endocardite infectieuse. Alors, toute fièvre inexpliquée, c'est un sujet, moi je mettrais chez un patient
ayant un facteur de risque, on a vu tout à l'heure, est une endocardite infectieuse jusqu'à preuve du contraire. Donc, il faut faire donc très attention. Une fièvre dont on ne trouve pas l'étiologie, alors qu'il y a un facteur de risque important, surtout en fait, doit être considéré comme une endocardite infectieuse. Preuve du contraire. Alors, mes chers étudiants, de l'endocardite infectieuse. Regardez ces nodules douloureux de l'orteil. C'est très douloureux. Des nodules bleuâtres, vous voyez, au centre bleu, ça donne un œdème de l'orteil. On commence à la voir ici, 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 ici. Donc ça, c'est érythémateux sur les orteils. On les appelle les nodules d'Osler. Ça, ce sont des lésions non douloureuses. Ce sont des papules. C'est de l'érythème. Elles sont érythémateuses, vous les voyez, plein d'érythème. Au niveau des paumes des mains. Et ça, c'est typique d'endocardite infectieuse. C'est ce qu'on appelle les lésions de Janeway. Les lésions de Janeway. Regardez ces petites hémorragies, vous les voyez là, au niveau de sous l'ongle, là. Et ce sont des petites hémorragies en flamèche. En flamèche. Et ces petites hémorragies-là, en flamèche, sont caractéristiques de l'endocardite infectieuse. Elles sont linéaires. Ça, ce sont des pétéchies conjonctivales. Il ne faut pas oublier, chez un sujet qui a une endocardite infectieuse, d'aller examiner les conjonctives. Vous serez peut-être surpris de voir ces pétéchies-là, sous-conjonctivales, hautement suggestifs d'endocardite infectieuse. Et là, ce sont des taches de Roth. Je vous ai parlé tout à l'heure des taches de Roth, R-O-T-H. Ce sont des petites hémorragies rétiniennes de l'endocardite infectieuse, vous les voyez ici, à centre donc clair. Ce sont des hémorragies diffuses, rétiniennes. Et c'est un signe aussi très important qu'il faut rechercher à l'examen de la rétine au fond de l'œil lorsqu'on a une endocardite infectieuse. Nous allons voir maintenant les complications. Alors, avant donc, je vais revenir sur les complications. Donc, les complications, je vais vous les donner. Alors, d'abord, vous avez les complications cardiaques. Alors, vous prenez note. Les complications cardiaques sont les troubles du rythme supraventriculaire, la fibrillation auriculaire, les troubles de la conduction, on a vu l'abcès septal pouvait donner le bloc auriculoventriculaire de tout degré, du premier, deuxième ou troisième degré. Vous avez une insuffisance cardiaque, on l'a vu, une mutilation valvulaire, vous avez les troubles du rythme ventriculaire, les extrasystoles ventriculaires, jusqu'à la tachycardie ventriculaire dans les formes sévères. Là, l'épanchement péricardique important, parce que donc il y a un épanchement péricardique qui peut être important et de grande donc abondance et qui peut comprimer le cœur. Toutes ces complications donc cardiaques sont importantes à connaître. Vous avez aussi les complications extracardiaques, l'insuffisance rénale, les complications thromboemboliques, les complications emboliques végétantes. Lorsque la végétation se fragmente, elle peut aller donc vers le cerveau lorsque elle se trouve au niveau du cœur gauche, et elle peut aller vers le poumon, un cerveau, les membres inférieurs lorsqu'elle se trouve à gauche, et vers le poumon, donnant l'abcès septal lorsque l'endocardite se trouve au niveau du cœur droit. Alors, il y a deux types d'endocardite, l'endocardite du cœur gauche et l'endocardite du cœur droit. L'endocardite du cœur droit, ce sont les endocardites qui touchent la valve tricuspide, la voie pulmonaire. Et l'endocardite du cœur droit, c'est surtout secondaire à celle des toxicomanes
à la porte d'entrée veineuse. Lorsqu'il y a une porte d'entrée veineuse, les endocardies du cœur droit sont plus fréquentes que les autres endocardies. Donc ça, c'est très important à connaître. Ça donne donc des complications majeures. C'est l'embolie pulmonaire septique. Et ça va donner l'abcès septal. Les endocardites aussi du cœur droit, c'est celle du pacemaker, du stimulateur cardiaque. Avant le diagnostic, les examens complémentaires, vous avez l'échocardiographie. L'échocardiographie, voilà une belle image de végétation énorme que vous voyez ici sur la bande mitrale. L'échocardiographie, ça c'est une échocardiographie transœsophagienne. Pourquoi transœsophagienne? Lorsque l'on introduit une sonde dans l'œsophage, on verra mieux les images que la transthoracique. Alors ce sont des images de végétation énormes. Et ces images, donc ces végétations, peuvent se rompre et peuvent évidemment se fragmenter, aller à la périphérie. Le deuxième examen important après l'échocardiographie, ce sont les hémocultures. Alors, les hémocultures, c'est important. Le prélèvement donc de l'hémoculture est un prélèvement très particulier. Alors, je vous suggère d'aller voir, donc d'aller lire le polycopier que je vous ai fait. Et vous avez donc dans le polycopier, vous avez un chapitre réservé à l'hémoculture. C'est important d'aller le lire et de l'apprendre. Et pour donc les étudiants de Parnay, vous avez un TP, un travail pratique. Je ne sais pas s'il a été fait ou pas encore. En tout cas, il est sur le programme. C'est un travail pratique qu'il ne faut pas rater sur les hémocultures. C'est très important. L'échocardiographie est un examen non invasif, sans danger pour le malade, pouvant être répété à plusieurs reprises, basé sur l'émission d'ultrasons, et n'est pas dangereux, on peut le refaire à plusieurs reprises, et très intéressant parce que il va suivre l'évolution des lésions, on va voir les lésions, donc il va d'abord visualiser les lésions et on va les suivre. Et on va suivre les complications, les différentes complications, l'évolution de l'endocardite infectieuse. Donc, c'est un outil très important, c'est un outil diagnostique, mais un outil aussi de suivi de l'endocardite infectieuse. Les hémocultures sont aussi nécessaires au diagnostic et nécessaires aussi à l'évolution. Donc, ce sont les deux examens clés. À l'examen, attention, si donc, on vous pose quels sont les deux examens clés dans l'endocardite infectieuse, il faut donc répondre que c'est l'échocardiographie et l'hémoculture. Alors, le diagnostic positif et différentiel va donc reposer sur les critères diagnostiques modifiés de la Duke University, de Durac. La Duke University, donc, c'est américain. Et voici donc les critères majeurs. Vous avez donc devant vous les critères majeurs. On va très très rapidement, parce que là, c'est du parcourisme. Vous pouvez les apprendre par cœur. C'est comme les critères de Jones et les critères majeurs de Jones ou les critères mineurs de Jones dans le rhumatisme articulaire aigu. Vous avez deux hémocultures positives pour des micro-organismes typiques de l'endocardie et prélevées à plus de 12 heures de distance. Donc ça, c'est important de le noter. Deux hémocultures positives, mais à plus de 12 heures de distance. Alors, toutes les trois, ou une majorité de 4 hémocultures positives, aller jusqu'à 4, plus même, avec au moins 1 heure. On a 1 heure entre la première et la dernière culture pour des micro-organismes compatible avec une endocardite infectieuse. Là, c'est toujours compatible avec une endocardite infectieuse. Preuve sérologique, quand il y a une Coxella burnetii, c'est la sérologie, qui va donc évidemment le diagnostic, ou bien une hémoculture positive pour Coxella burnetii. Preuve échocardiographique de lésion de l'endocarde, il y en a 4. C'est la masse intracardiaque, oscillant sur une valve cardiaque, sur les structures de soutien, dans le trajet des jets de régurgitation sur un matériel implanté, en l'absence d'autres explications anatomiques, et donc la végétation, l'abcès cardiaque, l'apparition d'une désinsertion de valve, de prothèse valvulaire quand elle désinsère,
donc elle se détache, et l'apparition d'une insuffisance valvulaire. Les critères mineurs, donc maladie cardiaque existante, toxicomanie intraveineuse, fièvre supérieure ou égale à 38 degrés, phénomène vasculaire. Parmi les phénomènes vasculaires, donc, il y en a plein. On peut citer l'embolie artérielle ou l'embolie septique. Alors, le calculateur clinique, alors donc vous allez donc avoir donc cet outil de travail, et cet outil de travail va vous permettre de faire le diagnostic. Alors, quand vous avez 2 critères majeurs et 0 critère mineur, vous faites le diagnostic d'endocardite infectieuse selon les critères de Duc modifiés. Si vous avez un critère majeur et 3 critères mineurs, vous allez faire le diagnostic d'endocardite infectieuse. Si vous avez 0 critère majeur et 5 critères mineurs, vous faites le diagnostic. Et là, vous allez cocher ici, évidemment. Et vous avez ici, par exemple, si je prends des critères mineurs, vous avez ici, par exemple, sur les phénomènes vasculaires, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous avez le choix et vous allez donc faire combien, vous allez marquer dans la petite case combien vous avez de facteurs ici. Et ensuite, vous allez comptabiliser. Il nous reste 10 minutes. On va reprendre si on ne termine pas. Alors, voilà donc l'endocardite est certaine lorsqu'on a 2 critères majeurs. 1 majeur et 3 mineurs, ou bien 5 mineurs. Elle est possible lorsqu'on a 1 majeur et 1 mineur, ou bien 3 mineurs. Elle est rejetée quand le diagnostic donc alternatif est ferme, c'est-à-dire qu'il rejette l'endocardite, expliquant le résultat de l'endocardite infectieuse. Résolution de la symptomatologie après moins ou égal à 4 jours de traitement antimicrobien. Aucune preuve pathologique de l'endocardite infectieuse retrouvée lors de la chirurgie à l'autopsie. Et pas de critères cliniques d'une possible endocardite. Donc, la rejet. Alors, le pronostic, il est certain que l'endocardite infectieuse, quand elle n'est pas traitée, elle est mortelle. Bien sûr. Là, il y a eu quelques cas de guérison spontanée, mais dans certains cas d'endocardite subaiguë unique. Ce qui est important, c'est que même traité, le pronostic est généralement sombre. Pas parce que lorsque vous avez un germe blanc, quels sont les éléments de mauvais pronostic? Vous avez l'infection par des micro-organismes résistants ou mutilants, bien sûr. Vous avez une maladie cardiaque sous-jacente grave, dysfonction myocardique, hypertension artérielle pulmonaire, atteinte valvulaire importante. Vous avez les comorbidités, le diabète, l'hypertension artérielle. Vous avez un en retard de traitement. Vous avez l'atteinte de la valve aortique ou atteinte multiple, grande végétation, la bactériémie polymicrobienne, les infections de la valve prothétique, l'anévrisme mycotique, on l'a vu tout à l'heure, l'abcès de l'anneau valvulaire, les principaux événements. Les facteurs de risque importants du choc septique. Méfiez-vous du diabète. Donc, une endocardite qui survient chez un sujet diabétique, c'est pas bon. C'est mauvais, parce que c'est un sujet immunodéprimé. C'est comme pour le Covid-19. L'insuffisance rénale aiguë, c'est pas bon. L'infection à Staphylococcus aureus, c'est pas bon. C'est un mauvais germe qui est destructeur, qui est résistant. C'est un mauvais germe, c'est un mauvais microbe, c'est pas bon. C'est pas bon aussi quand on a une végétation d'une taille supérieure à 15 mm. C'est pas bon, parce que ça se détache, ça crée des embolies, ça crée des résistances thérapeutiques, et généralement c'est pas bon quand on a une grosse végétation. C'est pas bon. Lorsque l'infection prend longtemps, quand on n'arrive pas à la maîtriser, quand le sujet reste fébrile malgré
un bon traitement antibiotique, le pronostic n'est pas bon. Alors, mortalité de l'endocardite à streptocoque viridans sans complications majeures est généralement inférieure à 10%. 10%, c'est déjà pas mal, attention. Elle est pratiquement égale à 100%, ça, je vous ai cité ces deux cas, lorsque vous avez une endocardite à aspergillus après chirurgie de prothèse valvulaire. Alors, si vous avez une complication post-opératoire, d'endocardite post-opératoire, quand vous avez placé une valve, et quand vous avez une endocardite à aspergillus, je vous dis que le pronostic est des flux péjoratifs, le pronostic n'est pas bon, et généralement en mortalité, c'est pas bon. Là, il faut faire donc, vous voyez qu'il y a une différence entre le pronostic qui dépend étroitement du germe. Vous savez, là, je vous ai cité 2 germes avec des pronostics complètement donc différents. Et lorsque vous avez une endocardite droite, le pronostic est meilleur que l'endocardite gauche. Il faut dire que la valve la plus touchée dans l'endocardite est la valve aortique. Alors, la dysfonction de la valve tricuspide est mieux tolérée que la dysfonction des valves du cœur gauche, mitrale ou l'aorte. Les embolies systémiques sont absentes parce que c'est à droite. Vous avez des embolies pulmonaires. Les embolies pulmonaires, évidemment, sont moins graves que les embolies systémiques, embolies cérébrales, des membres inférieurs, etc. Les endocardites droites, à staphylococcus aureus, répondent mieux au traitement antibiotique que les endocardites gauches. Donc, ce sont des éléments qui vont vous différencier entre l'endocardite droite, qui est de meilleur pronostic que l'endocardite gauche. Alors, le traitement, quelques éléments que je vous donne. Alors, les sujets qui ont une endocardite infectieuse doivent être évalués par un dentiste tout le temps et traités pour les maladies buccales, bactériémie ou une endocardite. Ça, vous le notez. Et c'est une question d'examen. Si vous ne traitez pas les dents d'un sujet qui vient de faire une endocardite infectieuse, surtout ce aigu, vous n'aurez rien fait. Vous n'aurez rien fait parce que vous aurez laissé une porte d'entrée. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est toujours de traiter les portes d'entrée. Alors tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire que pour les hémocultures, par exemple, les hémocultures, il faut les associer au prélèvement de la porte d'entrée. Si vous avez une porte d'entrée cutanée, il faut aller voir si vous avez un abcès cutané. Faites un prélèvement d'abcès cutané pour avoir le germe et pouvoir traiter correctement le malade. C'est très important. Les cathéters, par exemple, intraveineux, doivent être enlevés et vous allez les envoyer en culture à la bactérie. Alors, les cathéters intraveineux en place doivent être changés. Malade qui a une perfusion avec un cathéter, vous devez changer les cathéters. Si l'endocardite persiste chez un patient porteur d'un cathétérisme veineux central récemment inséré, ce cathéter doit également être enlevé. Tous les cathéters doivent être enlevés parce que c'est une source d'infection et d'auto-entretien de l'infection. Toutes les sources apparentes de la bactériémie doivent être traitées. Les tissus nécrosés, si vous avez donc un tissu nécrosé, de la peau, etc., doivent être débridés, les abcès drainés, le matériel étranger, les dispositifs infectés enlevés. Il faut enlever tout ce qui peut être infecté dans le corps. Ça, c'est la première chose. Vous ne le faites pas, vous n'aurez rien fait, même si vous traitez aux antibiotiques. Alors, maintenant, le traitement, c'est l'antibiothérapie. C'est la double antibiothérapie, ça, il faut le savoir. C'est 2 antibiotiques. Alors, le type d'antibiotique et les doses dépendent du micro-organisme, de la sensibilité aux antibiotiques. Ça, c'est évident, toujours. Et pour l'endocardite gauche, les lignes directives actuelles de toutes les recommandations recommandent 6 semaines d'antibiothérapie parentérale. 45 jours d'antibiothérapie parentérale. Alors, vous avez donc sur le polycope que je vous ai donné, donc des schémas thérapeutiques. Je peux vous citer le schéma suivant que nous faisons en Algérie. Lorsque nous avons une endocardite subaiguë, eh bien, nous commençons tout de suite les hémocultures pendant 48 heures
On ne donne aucun traitement antibiotique, on suit la fièvre. Ce n'est pas une urgence de donner un traitement antibiotique. L'urgence, c'est d'aller faire des hémocultures, de faire l'échocardiographie. Donc, si le diagnostic est certain, donc une série d'hémocultures de la bithérapie, on associe généralement l'ampicilline à la gentamicine, l'ampicilline ou l'amoxicilline à 8 à 12 grammes, donc ce sont des doses très élevées, pendant 45 jours. Et la gentamicine, généralement, on donne 5 jours. Il y a certains qui donnent 15 jours, mais elle est néphrotoxique. Il faut faire très attention. Nous, on donne 5 jours ici en Algérie, parce qu'elle est vraiment très néphrotoxique et autotoxique. Et gentamicine à peu près à 2 à 3 mg, généralement c'est 3 mg par kilo, et par jour en petite perfusion. Nous, on donne une petite perfusion, on évite la voie intramusculaire parce que le malade est sous traitement anticoagulant. Et l'association, donc, la bithérapie, ça marche bien dans les endocardites subaiguës. Maintenant, quand on a une endocardite aiguë, là, c'est plus méchant. Là, on va aller vers les antibiotiques des grammes négatifs, et on va aller vers les céphalosporines qu'on va associer à la gentamicine, donc c'est céphalosporines plus. On a vu le traitement médical. Ce qui est important, c'est que lorsque vous terminez le traitement antibiotique, il faut vous assurer qu'il y a donc une guérison. Alors, comment savoir que le malade est guéri? Alors, le malade est guéri... Oui, vous m'entendez? Alors, le malade est guéri lorsque... Pardon? Vous m'écoutez là? Vous m'entendez? Oui, docteur. Oui, on vous entend. Très bien. Alors, le malade est guéri lorsque les hémocultures... Oui, on vous entend. Lorsque les hémocultures donc, sont négatives, après arrêt du traitement, 8 à 10 jours après arrêt du traitement, les hémocultures restent négatives. Mais ce n'est pas une guérison définitive. La guérison, donc, après, est considérée que le malade donc, est guéri au bout de 6 mois. S'il rechute pendant les 6 mois, on parlera de rechute. Et s'il, après 6 mois, il refait une autre endocardite, on parlera de récidive. Alors, il est certain que pendant l'évolution, le malade pourra être confronté à des indications, je vous l'ai dit au tout début du cours, que le malade pourra donc être opéré. Alors, dans quelles conditions on va opérer le malade? C'est soit le malade reste en insuffisance cardiaque, et le malade fait des œdèmes pulmonaires, choc cardiogénique, et sa valve est complètement bouffée. Alors, sa valve est complètement bouffée ou lorsqu'il y a une endocardite sur une prothèse, aortique ou mitrale. Et là, il est certain que ce sont des malades qu'il faut absolument opérer parce qu'il ne reste plus de valve, la valve s'est bouffée, ou bien lorsque la valve est désinsérée quand il y a une prothèse. Là, le pronostic est très péjoratif puisqu'il y a un risque de mortalité qui est aux alentours de 70%. Et là, donc, c'est très important qu'il y ait une collaboration médico-chirurgicale. La deuxième possibilité, c'est que l'infection n'est plus contrôlée. Le malade reste furi, le malade reste infecté, les hémocultures restent positives, et là, il faut suspecter évidemment un abcès, une fistule, une végétation persistante. Il faut aller opérer parce que votre malade, malgré le traitement antibiotique bien mené, malgré la concentration minimale inhibitrice du sérum est bonne, malgré qu'il y ait un pouvoir bactéricide du sérum aussi qui est bon, ben malgré tout ça, alors que vous avez bien choisi les antibiotiques, il faut aller opérer parce que très certainement il y a des micro-abcès qui vont éterger et le pronostic reste péjoratif parce que vous opérez un malade à chaud, en phase active, et même si vous mettez une valve, le risque de désinsertion, de thrombose, etc. reste élevé. Et le risque embolique, lorsque vous avez une grosse végétation, je vous ai dit tout à l'heure que pour certains, 15 mm suffisait pour dire qu'il faut absolument aller opérer. Chez les Américains, ils disent que nous, à partir de 10 mm, on opère. En tout cas, quand il y a une végétation, grosse végétation, très mobile, et qui a déjà embolisé, donc c'est des embolies récurrentes, il ne faut pas hésiter à aller opérer le malade, parce que les embolies récurrentes, c'est pas bon, ça détruit le cerveau, et ça donne des complications périphériques d'une gravité extrême.
Là, il faut opérer, il faut enlever la valve et la remplacer par une prothèse. Et encore là, le pronostic n'est pas bon parce qu'on opère en phase active. On opère donc le malade infecté et ça donne donc un mauvais pronostic parce que la valve se désinsère et l'endocardite reste même en post-opératoire parce que vous n'aurez pas enlevé le microbe reste sur place, même si vous enlevez la valve, et c'est une endocardite infectieuse pour vous dire que le traitement d'endocardite infectieuse est très, très, très difficile, et cette chirurgie en phase active à chaud, donc à chaud, est une chirurgie qui ne donne pas toujours de bons résultats. Alors maintenant, on termine par cette diapositive qui est l'antibiothérapie prophylactique de l'endocardite infectieuse. Je vous cite uniquement ici pour ce cours, parce qu'on n'a pas le temps, vous avez sur le polycopier toutes les situations de l'antibiothérapie prophylactique, l'endocardite infectieuse. Et lorsque vous avez une intervention sur la sphère donc dentaire, vous avez l'extraction dentaire. L'extraction dentaire est un risque d'endocardite infectieuse, surtout en Algérie, chez des sujets à risque. Alors, quand on a un risque de faire une endocardite infectieuse, il faut prendre 3 grammes d'amoxicilline 1 heure avant les soins. On peut ne pas savoir si on a un souffle ou pas. On peut ne pas savoir si on a une petite lésion cardiaque, même congénitale. C'est pour cette raison que moi, je préfère que la couverture antibiotique de 3 grammes d'amoxicilline 1 heure avant les soins, on va chez le dentiste 1 heure, on reste dans la salle d'attente pendant 1 heure, on aura pris 3 grammes d'amoxicilline, et c'est donc des comprimés dispersibles à 1 gramme, qu'on laisse se dissoudre et qu'on avale, c'est mieux toléré. Et là, je préfère ça pour diminuer le risque d'endocardite infectieuse due à la carie dentaire ou aux soins dentaires. C'est le placement d'un implant dentaire, toujours sous couverture antibiotique. Ce sont les procédures périodontales, y compris la chirurgie, le détartrage même est à risque aussi de faire une endocardite, le polissage, le sondage, le nettoyage préventif des dents ou des implants lorsque on saigne est prévisible, les manœuvres instrumentales dans le canal dentaire ou chirurgie au-delà de l'apex. Alors, mes chers étudiants, vous serez de futurs grands médecins, Inch'Allah. Il faut absolument que vous soyez très attentifs à la carie dentaire. Et la carie dentaire fait des ravages en Algérie. Il faudrait que vous soyez attentifs sur l'hygiène bucco-dentaire. Voilà donc ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'endocardite infectieuse. L'endocardite infectieuse est une maladie très grave. L'endocardite infectieuse est une maladie évidemment qui donne des complications d'une gravité inouïe. Le pronostic va dépendre de beaucoup d'éléments, va dépendre de la nature du germe, va dépendre de l'état préexistant, va dépendre de la précocité du traitement. Il faut absolument traiter tout. Quelquefois, les malades n'arrivent pas tôt, ils arrivent tard. Et là, ça donne des complications d'une gravité inouïe. Nous, dans le service, nous avons des complications graves. Nous avons un taux de mortalité qui reste, malgré donc une intervention rigoureuse et un sérieux dans la prise en charge de l'endocardite infectieuse qui reste assez sévère. Je voulais vous donner un élément, ce sont les hématuries microscopiques qu'il faut mettre aussi dans le bilan biologique de l'endocardite infectieuse avec la recherche du facteur rhumatoïde dans les endocardites subaiguës, parce qu'il y a une hématurie microscopique qui est fréquente et qui est due à ce dépôt d'hymen complexe sur les glomérulus. Alors maintenant, la séance de questions-réponses pourra débuter. Si vous voulez donc brancher vos micros pour ceux qui veulent intervenir ou même la vidéo pour qu'on puisse parler ensemble et que je puisse connaître les étudiants de parler, parce que je ne les connais pas physiquement. Il faudrait donc, si certains d'entre vous peuvent
mettre la vidéo avec le micro pour poser des questions. Je préfère la question en direct que de l'écrire. Mais vous pouvez écrire aussi, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Allez, ça commence. Première question. Oui. Ah, vous êtes là. Bonjour. Bonjour, vous êtes l'ancienne mademoiselle Fedouri. Ça va? Oui. Alhamdulillah, et vous? Wallah, le best, très bien. Merci beaucoup. Vous êtes une fidèle étudiante. Je vous remercie d'avoir assisté à mon cours aujourd'hui. J'espère que vous avez encore une fois tiré profit de ce cours pour votre activité future, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est un plaisir. Merci à vous. Merci, merci. J'ai une question. Oui, allez-y. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une endocardite infectieuse chez des personnes saines qui n'ont pas de facteur de risque cardiovasculaire? Très, très bonne question. Ça, j'ai oublié de le dire parce qu'on ne peut pas tout dire. Et surtout quand on est comme ça par ce système de transmission à distance que je n'aime pas du tout. Hein. Moi, j'aime bien les étudiants qui sont en face de moi, où je pourrais discuter à bâton rompu, on discute entre nous. C'est nettement meilleur que cette discussion à distance. Et effectivement, j'ai oublié de le dire parce que c'est important. 20% des endocardites infectieuses sont probablement à cœur sain. 20% n'ont pas de lésions. On ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'il y a des lésions infracliniques, on ne dépiste pas de façon infraclinique parce que quand l'endocardite infectieuse s'installe, eh ben, les lésions ne sont plus visibles. Il y a peut-être ce côté-là. En tout cas, il y a 20% ne trouvent pas de notion de lésion préexistante. Très bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pourquoi on ne donne pas d'anticoagulants? Je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'un malade qui a une endocardite infectieuse et qui risque de faire un anévrisme mycotique, si on donne des anticoagulants et que ce n'est pas nécessaire, le malade risque de saigner dans le cerveau, de faire une rupture d'anévrisme. Et maintenant, si le malade nécessite des anticoagulants, s'il a une valve mécanique, eh ben, on sera obligé de lui donner des anticoagulants. Alors, pourquoi on interdit la prescription d'anticoagulants alors qu'il y a un risque d'embolisation? L'embolisation n'est pas une embolisation cryorique. Rehab, je ne sais pas qui c'est, Rehab. Alors, Rehab, je ne vois pas son prénom. Je ne sais pas si elle est de Parnay. Rehab, bon, elle ne parle pas. Elle l'a écrit. C'est une embolisation végétante. Ce n'est pas un caillot de sang. Donc, on n'interdit pas l'anticoagulation quand il y a un risque thromboembolique, je l'ai dit. Quand il y a un risque, quand les anticoagulants sont nécessaires, on n'interdit pas les anticoagulants. Si un malade a une valve mécanique ou en fibrillation auriculaire, on n'a pas le choix, on donne. Mais lorsqu'il y a une végétation, on ne donne pas. L'embolie, là, est une embolie végétante. Il faut faire une différence entre une embolie végétante et une embolie cryorique. Ce n'est pas la même chose. Cryorique, c'est dû à un caillot, et végétant, c'est dû à la végétation. La végétation ne nécessite pas de traitement anticoagulant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Docteur, s'il vous plaît. Oui. Oui. Oui, qui parle? Allez-y. Docteur, s'il vous plaît, lorsqu'on fait l'hémoculture, on doit... Votre nom? Labdouni Mélissa. Mélissa Labdouni, oui. Ouais. Lorsqu'on fait les hémocultures, on doit attendre 48 heures pour traiter. Oui. On ne risque pas de compliquer l'endocardite infectieuse si on attend 48 heures sans traiter. Non. Alors, je vous ai dit, mademoiselle, qu'il n'y a aucune urgence à traiter. L'urgence, c'est de faire les hémocultures. Vous pouvez 3 à 4 jours. L'urgence, ce n'est pas le traitement antibiotique. L'urgence, c'est de pouvoir identifier le germe rapidement et immédiatement.
En identifiant le germe rapidement, immédiatement, vous allez donner plus de chances au malade de guérir parce que vous allez avoir l'antibiogramme et vous, maintenant, si vous ne pouvez pas isoler le germe, eh bien, vous ne donnez pas une chance au patient d'avoir le germe. À ce moment-là, vous allez traiter à l'aveugle et c'est pas bon. Et c'est à ce moment-là où vous allez perdre votre malade. Donc, il faut donner toutes les chances au malade qu'on puisse isoler le germe avec le temps nécessaire et l'antibiothérapie, on va la donner de façon sûre par la suite. Vous avez bien compris? Merci. Oui, merci. Je vous en prie, madame. Docteur, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Arzqi Hadj, c'est ça? Arzqi Hadj Hemmo. Hadj Hemmo, oui, monsieur. Docteur, en ce qui concerne les signes cutanés, ils sont obligatoirement présents ou on peut avoir une endocardite? Non. Les signes cutanés ne sont pas présents. Les signes cutanés vont être présents lorsque vous laissez l'endocardite évoluer. Évidemment que lorsque vous traitez l'endocardite suffisamment tôt, les signes cutanés ne vont pas apparaître. Les signes cutanés vont apparaître quand vous laissez l'endocardite évoluer au bout d'un moment plus ou moins long, évidemment. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, j'ai une question ici. Dans quel cas on peut avoir un échec du traitement antibiotique? L'échec du traitement antibiotique, je vous ai dit tout à l'heure, c'est la résistance du germe. C'est deuxièmement les abcès. On n'arrive pas à les stériliser, les abcès. Et quand on n'arrive pas à stériliser un abcès, il faut aller le déterger, il faut opérer, il faut enlever l'abcès. Vous ne pouvez pas stériliser un abcès par les antibiotiques, ce n'est pas possible. Donc, ce sont les deux cas généralement où il y a un échec au traitement antibiotique. Les autres échecs au traitement antibiotique, c'est la résistance. Ce sont des germes qui résistent. Et là, vous pouvez absolument rien faire. Quelquefois, le germe est sensible in situ, mais résiste in vivo quand vous donnez chez le malade infecté. La prophylaxie lors des soins concerne juste les cardiopathies à haut risque. Alors là, c'est une bonne question. Si vous prenez les recommandations, anglaises, ils ne font pas de chimioprophylaxie. Ils disent que ça ne sert à rien. Mais après, quand ils ont arrêté la chimioprophylaxie, ils ont eu plus d'endocardite infectieuse. Donc, ils reviennent sur cette notion. En principe, c'est le haut risque. C'est le haut risque où on fait la chimioprophylaxie des endocardites infectieuses. Mais moi, je préconise que la chimioprophylaxie se fasse chez tout le monde parce que j'ai vu des endocardites infectieuses sur un cœur probablement sain où il n'y avait pratiquement aucune notion de facteur de risque. Alors, lorsqu'il n'y a pas de végétation à l'échographie, est-ce que l'hémoculture suffit-elle? Oui, bien sûr que l'hémoculture va suffire. Et je vous ai donc montré tout à l'heure qu'un souffle plus fièvre plus hémoculture, et vous avez les critères de Durac, ça suffit largement. La végétation n'existe pas toujours. Il y a des germes végétants et d'autres qui ne sont pas végétants. Et il n'y a pas que les végétations, il y a les perforations, il y a les ulcérations, et les ruptures de cordage, et les abcès. On voit tout ça à l'échographie, hein, et on voit à l'échographie transophagienne. Il n'y a pas de végétation qui est spécifique à l'endocardite infectieuse. Il y a toutes les lésions que je vous ai citées tout à l'heure. Alors, docteur, sur quel élément basez-vous pour l'évaluation d'efficacité de l'antibiothérapie? C'est une très bonne question aussi. Bravo. Vous me posez toujours de très bonnes questions. Je crois que c'est une promotion qui est très bonne. Alors, les éléments d'efficacité, c'est d'abord la fièvre, bien sûr. Quand la fièvre diminue, quand elle décroche, c'est ce qu'on appelle décrocher une fièvre, elle décroche, et puis le malade devient pyrétique. Donc, c'est là le premier soulagement du médecin et du malade. Le malade n'est plus fébrile, c'est bon. Deuxième élément, donc, très important, c'est que les hémocultures sont négatives. C'est une aussi bonne nouvelle. La troisième bonne nouvelle qui est importante, c'est que les signes inflammatoires vont diminuer, le taux de globules blancs va diminuer, la vitesse de sédimentation va diminuer, bien qu'elle ne soit pas très élevée comme de le rhumatisme articulaire aigu, etc., etc., etc. Et là, donc, ce sont des éléments de bon pronostic lorsque le malade est moins fatigué, lorsqu'il s'alimente mieux, lorsqu'il reprend du poids, etc. Le premier élément très important, c'est la fièvre. Alors, peut-on avoir une endocardite infectieuse avec une hémoculture négative? Mais bien sûr, très bonne question aussi. Je n'ai pas tout dit, hein. Dans le cours, vous avez le polycopié où tout est résumé. Alors, ce sont les endocardites à hémoculture négative
c'est 5% des cas dans les grands centres, quelquefois jusqu'à 3% des cas. C'est très faible dans les centres à l'étranger où on cultive le germe de façon très précise. Et là, il est évident que les hémocultures ici sont négatives. Pourquoi? Parce que le germe ne pousse pas, en dehors du corps humain. Il ne pousse pas, on ne sait pas in vitro, le germe ne pousse pas, et ce sont donc les hémocultures négatives. Deuxième élément important, en Algérie, les hémocultures négatives arrivent quelquefois jusqu'à 50%, c'est trop, même plus. Et là, lorsque le malade a reçu un traitement antibiotique préalablement, c'est pas bon de donner des antibiotiques à l'aveugle. Les antibiotiques cassent le profil de l'endocardite infectieuse, c'est pas bon. On donne des antibiotiques quand c'est nécessaire et quand on a la preuve, évidemment, de l'infection. Lorsque vous donnez des antibiotiques à l'aveugle, vous cassez l'endocardite infectieuse et vous allez entraîner évidemment des endocardites à hémoculture négative. Le troisième élément chez nous, c'est que nos laboratoires en bactériaux, quelquefois, n'ont pas tous les moyens pour pouvoir isoler tous les germes et vont vous rendre évidemment une réponse négative quand ils ne peuvent pas, bien sûr, isoler le germe. Est-ce que les germes du groupe A sec donnent une endocardite subaiguë ou on peut avoir une endocardite aiguë? Alors, généralement, ce sont des endocardites subaiguës, mais quelquefois, la virulence des groupes A sec peut s'axerber et donner quelquefois des endocardites de type aigu. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que l'hypertension artérielle est un facteur de risque? Non. L'hypertension artérielle est un facteur de risque de l'hémorragie cérébrale, de l'endocardite infectieuse, mais n'est pas un élément de risque de l'endocardite infectieuse. Le traitement chirurgical, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le remplacement valvulaire. Le remplacement valvulaire par une valve mécanique ou biologique, et quelquefois, on a vu des plasties, c'est-à-dire on ne change pas la valve, on fait une plastie, on enlève la végétation, et on fait des plasties, surtout lorsque surtout lorsqu'il y a des végétations embolisantes, on enlève la végétation et fait une plastie. Mademoiselle Ferrochi Raoula, donc il dit, dans le cas des hémocultures négatives, on traite comment? Bonne question aussi. Dans le cas des hémocultures négatives, en fonction du profil de l'endocardite infectieuse, c'est un profil subaigu, on traite comme une subaiguë, c'est-à-dire amoxicilline, gentamicine. Si c'est un profil aigu et que c'est une endocardite très grave, avec température à 40, altération de l'état général, un tableau aigu, on va traiter avec céphalosporine plus gentamicine ou bien vancomycine. Vous avez ça sur le polycopier, vancomycine, gentamicine. Comment s'effectue la surveillance de l'état du patient après le traitement? Alors après le traitement, on fait une hémoculture au 8e, 10e jour. On va faire donc une CRP, donc bilan inflammatoire, une vitesse sédimentation, on va faire un hémogramme, donc on va surveiller la température. Le malade va prendre tous les jours sa température, on va surveiller l'état général et à le moindre pic fébrile, on refait des hémocultures parce que ça pourrait être une récidive ou une rechute. Alors, beaucoup de questions. Comment évaluer la gravité de l'endocardite supposant que le patient est venu tard? Là, on attend toujours donc l'hémoculture ou bien on commence une antibiothérapie en urgence. J'ai dit que toujours les hémocultures, toujours, il n'y a pas d'urgence à traiter par des antibiotiques. D'abord, les antibiotiques mènent beaucoup de temps pour agir. Il n'y a aucune urgence. Et là, si vous donnez des antibiotiques, ça sera une faute très grave. Et il n'y a aucune urgence à donner des antibiotiques. L'urgence, c'est de faire des hémocultures au moins pendant 48 heures. Ça, je le dis et je le répète. Diagnostic différentiel les plus probables à éliminer, c'est le rhumatisme articulaire aigu. C'est bien sûr le rhumatisme articulaire aigu, il y a une fièvre
il y a une angine préexistante, la vitesse de sédimentation peut être élevée. Et ce qui est important, c'est que dans le rhumatisme articulaire aigu, il n'y a pas de... Les hémocultures sont négatives, et dans le rhumatisme articulaire aigu, la vitesse de sédimentation est très élevée, et aussi dans le rhumatisme articulaire aigu, l'échocardiographie ne retrouve pas les lésions de l'endocardite infectieuse. Voilà. Alors, on va prendre encore 2 questions pour terminer. Alors, qu'est-ce que c'est? Ryan Kelil. Voilà, ça y est. Alors, ça y est. Si disparition de la fièvre chez le patient, mais syndrome inflammatoire toujours présent, est-ce que la guérison est encore affirmée? Oui, s'il y a disparition de la fièvre et si le syndrome inflammatoire persiste, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a donc un syndrome inflammatoire qui pourrait persister par processus immunologique qu'il faut suivre uniquement et le suivre uniquement. Le plus important, c'est la fièvre et les hémocultures. Si les hémocultures restent négatives, si l'état du patient est stable, il n'y a pas de souci. Le malade, donc, en principe, ne présente plus d'endocardite. L'endocardite la plus fréquente, c'est celle du cœur gauche, beaucoup plus que le cœur droit. Bien que l'endocardite du cœur droit, chez les drogués, est fréquente. Chez les drogués, ils font plus d'endocardite du cœur droit que d'endocardite du cœur gauche. La guérison est définitive, bien sûr, après 6 mois. Avant 6 mois, on ne peut pas. Parce qu'il y a des micro-abcès qui peuvent renaître. Donc là, la guérison définitive ne peut être déclarée qu'après 6 mois. Même s'il y a des régressions des symptômes, parce que ça peut reprendre, surtout un staphylocoque. Alors, Selim KM, je n'ai pas compris la question de Selim KM. S'il peut me parler, on refait des hémocultures. On ne refait pas les hémocultures. Les hémocultures, il y a une série d'hémocultures. On fait des hémocultures toutes les 3 heures. Toutes les heures, ça dépend du schéma qu'on aura adopté. Vous avez donc sur le polycopier, le TP, vous allez faire un travail pratique sur ça. On ne refait pas, on fait une série d'hémocultures, c'est 48 heures, on ne va pas refaire. Et puis l'échocardiographie est faite rapidement. Et l'échocardiographie est faite à l'arrivée du malade. Ça, c'est évident. Ah, je ne peux pas réexpliquer l'échographie de l'endocardite, monsieur Ryan, il nous reste 10 minutes. L'échographie, je vous l'ai dit tout à l'heure que l'échographie, c'est un examen non invasif, sans danger pour le malade, pouvant être répété à plusieurs reprises, basé sur l'émission d'un faisceau ultrasonore. Ça permet d'abord donc d'identifier les lésions de l'endocardite, toutes les lésions, végétation, ulcération, perforation, rupture de cordage, abcès, myocardite, péricardite, tout ça, l'échographie va le voir mieux par l'échographie transœsophagique. Et là, il est évident que donc c'est très important. Alors, la question... Alors, la question sur l'écho, c'est qu'on peut suivre l'évolution des lésions et on peut donc intervenir. S'il y a une végétation qui est plus de 15 mm, eh ben, on pourra intervenir pour l'enlever. Quel est le type auscultatoire? Si c'est une endocardite aortique, on va voir une insuffisance aortique. Si c'est une endocardite mitrale, on va voir une insuffisance mitrale. Alors, la forme subaiguë évolue vers l'aigu? Non, jamais. La forme subaiguë reste forme subaiguë, mais évidemment qu'elle pourra se compliquer comme la forme aiguë par de l'insuffisance cardiaque, par choc cardiogénique et tout.
Est-ce qu'il y a nécessité de réaliser une échocardiographie après traitement? L'échocardiographie se réalise tout le temps. Il n'y a pas que pré-traitement, même pendant le traitement. On fait de l'échographie cardiaque et l'échographie cardiaque se fait après traitement et pendant la surveillance post-traitement pour évaluer les lésions séquelaires, parce qu'il y a toujours des lésions séquelaires et ces lésions séquelaires, on pourra évidemment les traiter. Une seconde, hein. Madame Yagou, vous partez? Classe? C'est bon. Donc demain, Inch'Allah. Alors, quel est le taux de récidive d'endocardite infectieuse? Ça dépend du germe. Alors, ça dépend du germe. Les récidives, c'est surtout lorsque les germes sont très virulents, et les récidives, surtout quand on laisse la porte d'entrée. Si vous traitez un malade qui a, qui a une porte d'entrée carie-dentaire et que vous laissez des caries dentaires, vous allez avoir évidemment plus de récidives. Alors aujourd'hui, je ne vais pas comptabiliser les absents, mais vous avez avec moi un cours sur l'électrocardiogramme et je vais les comptabiliser. Hein. La prochaine fois, vous avez intérêt, puisque c'est un cours destiné à parler sur l'électrocardiogramme. Les autres peuvent évidemment s'inscrire, hein, il n'y a aucun souci. Hein. Bon, j'ai 46 étudiants, je crois. Attendez, j'ai combien d'étudiants? Docteur, oui. Je vous donne mon nom ou pas la peine? C'est quoi votre nom? C'est Kumim Salim. Ça y est, c'est bon. Vous êtes 46 étudiants, j'ai encore plus de... Donc j'ai 54 étudiants encore. S'ils veulent assister à ceux de l'HCA et les autres, peuvent assister. En principe, ce sont ceux de l'HCA et de Parnay qui doivent assister sur le cours sur l'électrocardiogramme. Alors, est-ce qu'il y a une prédominance d'âge? Évidemment qu'il n'y a pas de prédominance d'âge, mais il est certain que avec l'âge, l'immunodépression va augmenter et que le risque est plus important. La durée de traitement, 45 jours, oui. Il y a des schémas où on donne moins de 45 jours, comme chez les Américains, et des schémas où vous trouvez moins de 45 jours. Mais moi, nous, à Parnay, en Algérie, on est toujours classique, on est toujours à 6 semaines, on n'a pas changé. Voilà. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Ben, j'ai été très heureux aujourd'hui de vous connaître, de vous avoir fait donc ce cours sur l'endocardite infectieuse. J'espère que vous serez de très bons étudiants et que vous allez être de très bons médecins pour pouvoir exercer donc cette mission. J'ai toujours dit que la médecine n'était pas un métier, mais c'est une mission. C'est une mission que Dieu vous donne et il faut absolument l'accomplir avec tout le sacrifice. Il faut avoir l'esprit de sacrifice, tout le sacrifice voulu. Et je compte sur vous pour l'avenir, pour que vous soyez de très bons médecins. Il faut apprendre tous les jours. Moi, je suis en fin de carrière, mais j'apprends tous les jours. J'essaye toujours d'apprendre. J'essaye toujours de me perfectionner dans ce que j'ai appris. Je vous assure que ce que j'ai appris il y a longtemps, beaucoup reste dans ma tête, mais beaucoup ont disparu parce qu'ils sont dépassés, que j'ai remplacé par d'autres nouvelles acquisitions. La médecine évolue très vite, elle peut même vous dépasser. Et là, je crois que vous devez absolument être attentif à l'apprentissage. En tout cas, moi je suis à votre entière disposition. Si vous avez besoin de moi, vous avez, il y a deux délégués ici, mademoiselle et j'ai M. Dribine ici, vous pouvez les contacter, ils peuvent vous donner mon mail. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se donne rendez-vous, je pense, ça va être, je crois, lundi prochain. On se donne rendez-vous, je crois, lundi prochain pour un nouveau cours. Je crois que c'est lundi, hein, je n'ai pas en tête le programme. C'est demain que j'ai un cours avec vous. Allez, très bien. Donc ça, c'est M. Dribine. C'est vous qui me parlez. Alors, bonjour, M. Dribine. Vous êtes bien
Vous êtes bien cravaté, ça me fait un grand plaisir. Vous avez votre père l'ARMO. C'est très bien, j'ai connu votre père, c'était un grand cardiologue. J'espère que vous allez être comme lui. Mais bravo, lui ressemblez d'ailleurs beaucoup. Alors demain, je vous ferai l'électrocardiogramme. Je crois que c'est prévu à 13 h, c'est ça? Ah ben, parfait. Donc, on se donne rendez-vous à demain. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.